Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 31 janvier 2018. Retour pour cette émission à un pays dont nous n'avions pas parlé depuis longtemps, le Maroc. Mon invité est particulièrement qualifié sur ce sujet puisque c'est un journaliste franco-marocain. Bonjour Moustapha Tossa. Bonjour Jean Corcos. Moustapha Tossa, je suis particulièrement heureux de vous recevoir, d'abord parce que j'apprécie vos éditoriaux, vos analyses, à la fois sur des chaînes de télévision nationales comme LCI, CNews ou France 24, mais aussi sur des médias israéliens comme le Times of Israel, où nous sommes des collègues blogueurs, ou la chaîne I24, où vous donnez souvent des interviews. Cela démontre déjà votre ouverture d'esprit. Je suis heureux aussi de vous interviewer sur le Maroc, car bien qu'installé en France depuis une trentaine d'années, vous suivez de près l'actualité de ce pays, et depuis très longtemps. Éditorialiste sur le site d'information Atlas Info, vous avez aussi été correspondant à Paris de plusieurs quotidiens et hebdomadaires de votre pays natal. Très présent sur les médias, vous tenez aussi 2 blogs et vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Alors j'ai intitulé cette émission « Que se passe-t-il au Maroc ?» Parce qu'il est vrai que ce pays, sans doute celui du monde arabe que les Français connaissent le mieux, est absent des écrans radars de l'actualité depuis plusieurs années, contrairement à d'autres États, victimes de guerres civiles passées ou présentes, du terrorisme ou de conflits régionaux. Ce calme va-t-il durer ? Le royaume chérifien a-t-il tous les atouts pour relever les défis des prochaines années ? Votre éclairage nous le dira. Et on va tout de suite parler justement de sécurité avec cette information rapportée le 13 janvier. Le département d'État américain a classé le Maroc dans la catégorie 1, celle des pays les plus sûrs pour les voyageurs. Comment l'expliquez-vous ? D'abord, avant de répondre à votre question, Jean Corcos, permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre invitation sur Judaïque FM. C'est un plaisir et c'est un honneur d'être avec vous et de vous remercier pour cette présentation extrêmement gentille à mon égard. Alors, pour ce qui est de l'explication à donner à cette position américaine, c'est que les Américains ont fait le constat dans un certain nombre de pays de la région, la situation sécuritaire est angoissante, épouvantable, et que le Maroc, par la politique qu'il a cumulé et suivi depuis un certain nombre d'années, avait réussi à envoyer des signaux de sécurité pour les voyageurs, pour les touristes, ce qui fait que les Américains, qui sont généralement très frileux pour leurs déplacements, ont fini par constater qu'un des pays les plus sûrs de la région, c'est le Royaume du Maroc. Donc c'est un constat d'une réussite d'une certaine politique du Maroc dans la stabilisation et la sécurisation des espaces au Marocains. Très bien. Alors, Moustapha Tossa, en parfait contraste avec cette sécurité que le Royaume arrive à assurer dans son territoire, il y a un fait qui a beaucoup intrigué les commentateurs en Europe, l'origine marocaine et plus précisément rifène de beaucoup de terroristes qui ont semé la mort à Paris, comme à Bruxelles ou à Barcelone. Alors, certes, ces jeunes étaient nés hors du Maroc, ils étaient de nationalité européenne, mais si on remontait à une génération, on découvrait souvent une immigration venant du Rif, qui est la région berbère très pauvre du Nord, qui a été rebelle après l'indépendance, qui a été longtemps abandonnée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, personnellement, j'avais lu beaucoup de théories et beaucoup d'analyses sur ce sujet, beaucoup d'articles, notamment dans la presse américaine, qui ont focalisé l'attention sur cette région. Pourquoi cette région particulièrement est-elle devenue une région productrice, entre guillemets, de terrorisme, ouais. Que ce soit au niveau national ou au niveau international. Moi, je refuse de tomber dans ce déterminisme géographique, ethnologique. Il se trouve que cette région économiquement marginalisée a exporté beaucoup de main-d'œuvre en Europe. Les Européens, quand ils avaient besoin de cette main-d'œuvre, étaient très contents de la trouver, que ce soit dans les usines de voitures, dans les mines dans les années 50-60, dans les industries naissantes européennes. Ils étaient très contents de les trouver. Ils sont partis chercher là où il y avait de la marginalité sociale, il y avait de la pauvreté. Alors, est-ce que quand on est originaire du Rif, on est forcément... Non,
forcément destinée à s'inscrire. C'est qu'une minorité, bien entendu. C'est une minorité. Et je crois qu'il n'y a même pas de rapport de cause à effet entre cette région et le terrorisme. Et il se trouve que, et là, je ne vous apprendrai rien en la matière, que la religion du converti est généralement beaucoup plus radicale qu'autre chose. Il y avait des gens qui ne parlaient même pas arabe, même issus de cette communauté et qui vivaient en Europe. Il se trouve, ils se sont devenus les paragons de cet islamisme religieux extrêmement militant alors qu'ils ne connaissaient même pas l'arabe. Très bien. Alors, on va parler maintenant de la stabilité politique du pays. Il y a eu un mouvement de contestation au début des printemps arabes, donc au début 2011, très vite, parce que le roi a introduit des réformes, le peuple, en fait, n'a pas basculé vers une vraie révolution. Mais il y a quand même eu la montée en puissance du parti PJD, donc le parti de la justice et du développement, qui a gagné les élections législatives en 2011, comme en 2016, même avec un petit recul. Il a gagné les élections municipales dans pratiquement toutes les grandes villes. Or, pour rappel, le PJD est un parti qui est dit islamiste modéré, entre guillemets, mais enfin, il est quand même dans la même mouvance que les frères musulmans. C'est le parti frère d'Ennahda en Tunisie. Et vous savez que Ennahda a largement contribué à ruiner la Tunisie. Alors, est-ce que ce n'est pas une hypothèque pour l'avenir ? Alors, il faut revenir un petit peu à l'histoire parce que la montée des partis islamistes dans le monde arabe n'a pas été quelque chose de spontané. Cela a été aidé sur le plan international. Avant cette administration de Donald Trump, il y avait une administration qui portait le nom de Barack Obama et la vision politique et stratégique de cette administration, c'était si ça pouvait aider à stabiliser et à sécuriser les pays avec des partis islamistes au gouvernement, pourquoi ne pas les laisser tenter le pouvoir? Et donc le PJD marocain, comme Ennahda tunisien, comme un certain nombre de partis politiques islamisants dans le monde arabe, ont escaladé l'échelle du pouvoir avec la bénédiction de l'administration américaine de l'époque. Or, il se trouve qu'on a changé d'époque, on a changé de vision, et puis ces partis islamistes ont échoué dans l'exercice du pouvoir dans un certain nombre de pays, en Égypte, en Tunisie et aussi dans d'autres pays. Il se trouve que les islamistes marocains aussi ont pris conscience de cet échec, et ils ont beaucoup arrondi leur discours, leur posture, d'autant plus qu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir tout seuls. Il y a sur le champ religieux marocain le commandeur des croyants qui est le roi du Maroc, Mohamed VI, et ils n'ont pas l'exclusivité ou le monopole du discours et de la parole religieuse sur le champ politique, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu les mains libres pour exercer réellement ou pratiquer leur programme islamiste. Donc ils étaient encadrés par la stature religieuse du commandeur des croyants. Très bien, c'est très clair. Et on arrive ainsi à la dernière question avant la pause, pour parler un petit peu d'économie. Alors, quand on se penche un petit peu sur le Maroc, on voit que les indicateurs globaux sont positifs. Le PNB a progressé de plus de 70% en une dizaine d'années. L'inflation reste modérée de l'ordre de 2%. Les investissements étrangers sont très importants. Et pourtant, il subsiste des poches de pauvreté affligeantes. Et c'est ainsi que les médias ont rapporté au mois de novembre un drame épouvantable près d'Essaouira. Donc la mort de 15 femmes qui faisaient la queue lors d'une distribution de produits alimentaires. Il y a eu une bousculade et on a retrouvé 15 morts. Qu'est-ce que vous pensez de ce contraste ? Ce que je pense de ce contraste, c'est que il y a eu le lancement de ce qu'on appelle l'initiative du développement humain au Maroc, qui était censée normalement résorber toutes ces poches de pauvreté, toutes ces victimes de la mondialisation. Vous l'avez bien souligné, l'économie marocaine est une économie qui a des signaux verts. Mais il reste qu'il y a des poches de pauvreté et de marginalisation qui menacent la société marocaine d'explosion. Il y a eu, vous avez rappelé l'exemple affligeant de Saouira, il y a eu ce qui s'est passé au Rif, parce que c'est vraiment de la contestation sociale et de la marginalisation sociale. Il y a eu ce qui s'est passé à Jarada. Donc maintenant, il y a un défi pour le Maroc, il y a un défi pour la monarchie marocaine, à savoir qu'il faut absolument non seulement stabiliser le pays sur le plan politique, économique et sécuritaire, mais aussi veiller à une meilleure répartition des richesses, à une meilleure lutte contre les poches de pauvreté.
Alors, on peut toujours vous dire que la volonté exprimée par le roi du Maroc est telle qu'on ne peut que être d'accord avec cette lutte contre la pauvreté. Mais il se trouve que nous sommes en présence d'un État, d'un organisme administratif, d'une élite politique qui continue de subir et de vivre ce qu'on appelle la corruption. Par exemple, sur le Rif et sur Jarada, on a fait le constat et les enquêtes l'ont montré, il y a eu des projets politiques gigantesques présentés théoriquement au roi, mais qui n'ont jamais été suivis d'exécution et d'effets. Ça veut dire que la corruption, ça veut dire que les jeux politiciens ont paralysé et comme un effet boomerang, on a eu ces contestations sociales. Et il y a eu des sanctions, j'espère. Il y a eu un rapport, il y a eu des sanctions, mais il se trouve que la corruption des élites locales, d'un certain nombre d'élites politiques est un frein majeur pour le développement et pour l'essor du Maroc tel que le roi Mohamed VI voudrait le voir vivre. On souhaite qu'il réussisse parce que c'est vraiment fondamental pour assurer la stabilité du pays. Alors, on a parlé de la situation intérieure du Maroc en première partie. Maintenant, on va aborder l'international. Et il y a un élément récurrent quand on évoque votre pays natal, ce sont les relations qui demeurent détestables avec l'Algérie. Vous avez évoqué le 28 octobre dernier sur le Times of Israel des propos orduriers du ministre des Affaires étrangères algérien Abdelkader Msahel, sans préciser lesquels. Mais qu'a-t-il dit ? En fait, il a lui-même, le ministre des Affaires étrangères algérien Abdelkader Msahel et récemment aussi le premier ministre algérien Ahmed Yahya, ils accusent le Maroc et les entreprises nationales marocaines, notamment la Royal Air Maroc, de se livrer à un trafic de drogue. Ah oui, il a dit une phrase qui est terrible. Il a dit, vous savez, tout le monde sait que Royal Air Maroc ne transporte pas que des passagers. En voulant signifier, et ça a choqué beaucoup les Marocains, ça choque l'opinion, ce qui fait que Royal Air Maroc a déposé plainte contre le ministre des Affaires étrangères algérien. Alors tout ça pour vous dire que il y a ce qui est terrible dans cette région du Maghreb, c'est que, par exemple, un pays comme l'Algérie, un grand pays très riche, qui normalement aurait dû avoir un rôle régional majeur, qui a dû être une grande porte vers l'Afrique, il n'a qu'une seule obsession, ce pays, cette machine qui gouverne l'Algérie, c'est le Maroc. La diplomatie algérienne n'a qu'une seule obsession, c'est comment affaiblir, comment insulter, comment ternir l'image du Maroc. Mais alors, on se pose la question, pourquoi ? Parce qu'officiellement, il y a la question du Polisario, donc le refus de reconnaître la souveraineté marocaine sur l'ex-Sahara espagnol, mais est-ce qu'il n'y a pas, dans le fond, des raisons idéologiques profondes qui expliquent cette animosité qui remonte à il y a très longtemps? Non, cette version-là de divergence idéologique aurait pu être vraie dans les années 50, 60, 70, quand il y avait encore la guerre froide, quand il y avait le monde divisé en deux blocs, le bloc américain et le bloc soviétique. Mais cette lecture, cette vision, cette analyse n'est plus d'actualité. Et la seule, d'ailleurs les Marocains sont convaincus de cette réalité, la seule motivation et le seul mobile qui pousse la machine politique algérienne à détester le Maroc, c'est qu'elle ne veut pas que le pays soit debout, qu'elle assume ce leadership, qu'il se développe économiquement. C'est une espèce de jalousie, de voisinage très morbide. Très bien. Alors, vous évoquez aussi souvent dans vos publications le rôle de pont du Maroc entre l'Union européenne, qui est donc de l'autre côté de la Méditerranée, juste en face, et l'Afrique noire, qui est le prolongement géographique. Mais les relations n'ont pas été toujours roses. Le royaume chérifien avait quitté l'Union africaine, qui s'appelait à l'époque l'OUA, en 1984, donc suite à la reconnaissance du Polisario. Il vient d'annoncer son retour. Le roi Mohamed VI a même participé au dernier sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est vrai qu'à l'époque de Feu Hassan II, le père de l'actuel roi, il a pris une décision extrêmement spectaculaire, celle de quitter l'OUA en 84 parce qu'ils ont admis la République arabe sahraoui démocratique, qui est la République du Polisario. Il a dit, moi je ne peux pas m'asseoir dans la même salle que des séparatistes. Or, cette politique de la chaise vide a profité beaucoup aux ennemis du Maroc et aux adversaires du Maroc qui ont rempli ce vide par un activisme politique extrêmement intéressant. Depuis l'arrivée de Mohamed VI en 99,
sur le trône du Maroc, il a opéré un changement à l'égard de l'Afrique. Il a dit, l'Afrique, c'est notre profondeur stratégique. Et il faut qu'on y soit présent. Et il a tout fait pour récupérer le poste et le fauteuil marocain au sein des structures africaines. Ça n'a pas été facile, puisque l'Algérie et 2 ou 3 pays, notamment l'Afrique du Sud, ont tout fait pour s'opposer et bloquer ce retour, mais il a réussi quand même à y retourner. Et maintenant, il est en train de dire au monde entier que le Maroc est de retour, mais il n'est pas retourné uniquement sur le plan des structures institutionnelles. Il a précédé ce retour sur l'Union africaine par le lancement de grandes campagnes d'investissement économique extrêmement majeur et structurant dans un certain nombre de pays africains, à tel point que pour ces Africains, le Maroc est devenu un partenaire économique incontournable. Et après, ça a été couronné par le retour aux institutions politiques. Et ça ne fait pas plaisir du tout à l'Algérie, ça ne fait pas plaisir aux adversaires du Maroc. Mais maintenant, le Maroc est au sein de l'Union africaine. Il est en train de dire son droit et de dire qu'il a raison de ne pas céder au séparatisme. Il offre une solution pour le Sahara, pour le Polisario, c'est celle de l'autonomie. Il est en train de les défendre au sein de l'Union africaine. Très bien. Alors, le temps file. Quand même une question, mais qui est dans le droit fil finalement de la précédente. Vous m'avez appris, grâce à un article donc, publié le 8 novembre dernier dans le Times of Israel, que le Maroc venait de rejoindre le club très fermé des puissances spatiales. Il y a eu le lancement, donc depuis la base de Kourou, d'un satellite de surveillance construit par la France pour un montant d'1,5 milliard d'euros. C'est quand même énorme. Mais quelle va être la fonction principale de ce satellite ? Alors, officiellement, la fonction principale de ce satellite, et d'ailleurs, ce sont les éléments de langage que la presse marocaine diffuse, c'est pour des raisons et pour des objectifs civils, pour des développements du territoire, pour observer un peu ce qui se passe sur le territoire marocain et sur la région. Mais on ne peut pas avoir à sa disposition une technologie aussi puissante sans qu'on puisse surveiller aussi les groupes islamistes qui se baladent dans la région, les trafiquants de drogue, les trafiquants d'êtres humains et même les forces hostiles qui se baladent dans la région. Donc l'usage militaire existe et on ne peut pas l'éviter. Ce qui fait que c'est ce qui suscite des inquiétudes d'un certain nombre de pays, mais le Maroc, et parce qu'il y a une intelligence particulière de la part de son roi, a réussi à entrer dans ce club très fermé des puissances spatiales, et ça ne peut que rejaillir positivement sur le leadership marocain. Espérons-le. Alors, je voudrais qu'on reste un certain temps sur la dernière question qui est vraiment importante parce que c'est un conflit qui traverse le monde arabe. Donc, c'est ce qui concerne le Qatar. Le Maroc n'a pas voulu soutenir la démarche conjointe de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, des Émirats arabes unis et du Bahreïn, qui ont exigé, en appliquant un blocus pour faire pression, que Doha change de politique sur un certain nombre de points. On pourra en reparler. Or, il me semble que Rabat est beaucoup plus proche, idéologiquement, de ces 4 pays que du Qatar. Et ne serait-ce que, par exemple, je crois l'aviation marocaine participe à la coalition arabe qui intervient au Yémen, par exemple. Et de l'autre côté, le Qatar apparaît plutôt comme un soutien du Hamas, du Hezbollah, un complice de fait de l'Iran. Qu'est-ce qui empêche une prise de position marocaine ? Est-ce que c'est un certain poids financier des Qataris ? Ou est-ce que c'est le poids politique du PJD, par exemple ? Non, moi je ne crois pas du tout à cette histoire de PJD. D'ailleurs, le PJD n'a jamais, la prise de position du PJD n'a jamais influencé la diplomatie marocaine. La diplomatie marocaine, les choix stratégiques diplomatiques du Maroc sont décidés par le roi lui-même. Ça n'a rien à voir avec le PJD. Moi, je crois que, et d'ailleurs, pourquoi le Maroc n'a pas fait comme l'Égypte, comme le Bahreïn, ou comme les Émirats, et coupé ses relations avec le Qatar. Parce que d'abord le Maroc est une puissance diplomatique importante et qu'il ne réagit pas sur ordre. Bien sûr. C'est pas parce qu'il y a un problème entre les deux pays que forcément la Mauritanie l'a fait, un certain nombre d'autres pays insignifiants l'ont fait. Donc c'est une question de souveraineté et d'ego personnel. On ne peut pas changer de stratégie comme ça. Et puis il faut dire aussi que le Maroc a choisi une stratégie assez intelligente qui est celle de la médiation.
au lieu de participer à la question de la rupture, de la confrontation, il veut absolument jouer les médiateurs entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. D'ailleurs, récemment, le roi du Maroc était en visite aux Émirats Arabes Unis, et des Émirats Arabes Unis, il est parti voir l'émir du Qatar Tamim pour justement mener cette médiation. Parce que l'intérêt stratégique du Maroc, c'est pas qu'il y ait une confrontation et qu'il y ait une guerre, c'est que la famille des pays du Golfe reste unie pour justement son intérêt propre. Il ne veut pas se positionner ni pour les Saoudiens, ni pour les Qataris. Tout à fait. J'ajoute quand même petit commentaire personnel. En comparaison, la Tunisie est en crise avec les Émirats et est très proche du Qatar. Il faut quand même le dire, il y a quand même une position un peu différente de la Tunisie. Parce que la Tunisie, depuis 2011, s'est transformée en théâtre de bras de fer entre ces pays du Golfe. La Libye, elle est sur le plan militaire, oui, et la Tunisie sur le plan politique. Alors, oui, que le Maroc est resté loin de ce bras de fer et de cette compétition. D'où ce rôle de médiateur neutre que le roi a toujours voulu jouer et défendre. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas oublier que le Conseil de coopération du Golfe a proposé au Maroc d'adhérer à cette structure. Il a même signé un accord stratégique avec le Royaume du Maroc. Donc le Maroc a un intérêt vital et stratégique à ce que la famille du Golfe reste unie et ne subit pas ces crises et ces tensions. Je le comprends, mais toute dernière question, est-ce que vous pensez que les Qataris vont évoluer? Parce qu'on a l'impression qu'ils font le dos rond, ils sont soutenus par la Turquie, ils sont soutenus par l'Iran, par derrière. Est-ce que vous croyez qu'ils vont changer? Moi, je crois qu'avec le temps, les choses, les multiples médiations, qu'elles soient françaises, marocaines ou même régionales, vont donner du fruit, parce que ces frères-là du Golfe ne peuvent pas rester loin l'un de l'autre. On dit en arabe un proverbe qui dit, que je vous le traduis en français, jamais le sang ne se transformerait en eau. Donc ces gens-là, ils vont finir par se réconcilier. Si c'est pas maintenant, c'est dans quelques mois. La réconciliation est inévitable dans ces pays-là. Merci beaucoup, Mustapha Tossa. Je crois que nos auditeurs ont appris beaucoup de choses ce matin grâce à vous. Eh bien, amis auditeurs, merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.